Alors aujourd'hui, j'avais envie de laisser un petit peu dérouler le fil de ma pensée pour engager une réflexion autour de cette notion d'autonomie, qui est un terme qui est archi galvaudé dans le médico-social et le social. Et en fait, d'emblée, ça me dérange un peu, ce terme d'autonomie, dans la mesure où, en fonction de ton contexte d'intervention, ça prend pas forcément le même sens. L'autonomie d'un jeune majeur qui bénéficie par exemple d'un contrat jeune majeur, c'est pas du tout la même portée qu'une personne qui se retrouve complètement tétraplégique, etc. Bon, ça c'est un petit peu évident. Autonomie, c'est un peu comme requin, c'est un nom vernaculaire. Parce que quand on parle de requin, ça veut pas dire grand chose, puisque finalement il y a 500 espèces de requins. C'est comme si tu disais, tiens, j'ai croisé dans la rue un humain. Ah ouais, mais un humain, c'est un homme, une femme, qu'est-ce qu'il a? Enfin, il fait quoi comme métier? C'est dans quel cadre? Enfin, il faut quand même préciser un peu plus. Et le terme autonomie, je trouve que c'est un petit peu ça, qui est employé à toutes les sauces. Et finalement, j'ai l'impression qu'on ne sait plus trop de quoi on parle. D'autant plus qu'on regarde vachement le résultat, alors que pour moi la vraie question c'est de se demander si c'est transférable. Un enfant qui parvient à mettre tout seul son pull, ok, c'est bien, mais si son pull il porte en plein cagnard parce qu'il n'a pas identifié en fait que dans certains contextes on va pas porter la même chose, en soi l'objectif qui a été atteint n'est pas des masses fonctionnelles. C'est comme si tu dis que le gamin il est autonome dans les transports en commun parce que il peut partir de chez lui pour aller à l'école ou pour aller à l'IME, j'en sais rien, il n'est pas autonome. Du moins, il réussit à faire le trajet de chez lui jusqu'à son école, mais il ne serait pas forcément capable de s'ajuster s'il y a une déviation, si le bus arrive en retard, si l'arrêt n'est pas au même endroit que d'habitude, etc. Parfois, je trouve qu'il y a une espèce de confusion entre la compétence à atteindre et la modalité, le chemin pour y parvenir. Tu vois, par exemple, dans un collège, si un jeune qui a un trouble 10 bénéficie d'un aménagement, sur son bulletin de notes, il aura par exemple des bons résultats, mais très souvent, en appréciation, il y aura la précision avec aménagement. Et là, pour le coup, je trouve ça gênant parce que ça vient tout d'un coup dévaloriser la compétence qui a été atteinte, qui, a priori, est la même pour tous. Sauf que le chemin pour y parvenir a été individualisé. Et parfois, dans les aménagements, dans les modalités qui sont censées être personnalisées en fonction des besoins de l'enfant, du jeune, de la personne, elles seront mises en place non pas en lien avec les besoins directs de la personne, mais plutôt de la raison qui nécessite une modalité différentielle. Et du coup, on en arrive à du systématisme où, à partir du moment où il y a un diagnostic, il y a une modalité universelle qui est censée s'appliquer à tout le monde. C'est pour ça qu'on verra des enfants qui ont par exemple une dysgraphie, qui en première intention bénéficieront de polycopier avec des mots en couleur, avec une police 42, alors que l'enfant n'a pas de problème visuel et il sait lire. Sauf qu'il y a une espèce d'amalgame qui se fait, où à partir du moment où il y a un trouble 10, il y a une modalité prévue à cet effet. Alors évidemment, au fur et à mesure, ça s'ajuste, de manière à arriver à quelque chose de personnalisé, mais il y a quand même des espèces de réflexes chez les professionnels de l'éducation pour faire appel à des procédures toutes faites, des réponses toutes faites, qui auraient pour vertu d'être adaptées à tout le monde. À partir du moment où tu sais qu'il y a un jeune autiste qui va être accueilli, spontanément on se dira qu'il faut un timer, qu'il faut des pictos, sans se dire qu'il faut d'abord observer, évaluer, échanger avec l'entourage ou avec l'enfant, la personne si elle est en mesure de s'exprimer, parce que là-dedans rentre en ligne de compte les appétences du jeune, mais également ses capacités. Si on prend l'exemple du picto, c'est-à-dire l'idée d'associer un dessin, une photo, à une action, à une intention. Mine de rien, même si l'image est explicite et a priori compréhensible, ça dépend aussi du niveau de capacité de la personne, notamment où elle se situe par rapport à l'accès à la symbolisation. Parce qu'en fonction de là où on en est, on n'a pas du tout les mêmes possibilités d'accéder à de la compréhension par symbole. Sachant que tout ça est évolutif dans le développement de l'enfant, à partir du moment où c'est un nouveau-né et au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il se socialise. Et pour des personnes qui auraient des gros déficits intellectuels, c'est loin d'être évident. Si vous voulez, en termes de symbolisation, il y a 4 niveaux. Et le premier niveau, c'est le niveau sensitif, qui correspond à une approche du monde purement sensorielle. Et ça se comprend bien, puisque notre première relation avec le monde est une relation sensorielle. Quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, si tu montres des pictos à une personne qui est au niveau sensitif, il va pas comprendre. Si tu montres un picto avec une assiette, des couverts, il fera pas forcément le lien avec le fait d'aller manger. Lui, ce qui lui permet finalement de comprendre que c'est l'heure d'aller manger, c'est tout simplement le fait qu'il va avoir faim ou le fait de sentir la sensation, par exemple, du bavoir sur son cou. C'est sensitif. Et après, il y a l'autre niveau qui est le niveau présentatif. C'est que
que tu es capable en fait de commencer à faire des catégorisations, de relier des formes qui sont similaires. Mais pour autant, tu peux pas les relier forcément à des concepts. C'est seulement au niveau de symbolisation représentatif que là, tu peux associer l'image du ballon au concept de ballon. Et ainsi, tu peux avoir différentes formes de ballons, différentes couleurs de ballons. Tu sais que ce sont des ballons. Et le dernier niveau de symbolisation, c'est le niveau méta-représentatif, où là, tu peux même apporter un jugement, un point de vue. Tu pourras dire que tu aimes bien jouer au ballon ou que tu préfères ce type de ballon. Donc avant de proposer des pictos, il faut déjà savoir où en est la personne qu'on accompagne en termes d'accès à cette symbolisation. C'est en ce sens-là que je trouve qu'il y a parfois un problème de raisonnement quand on vient confondre l'objectif à atteindre, la compétence visée, avec la modalité pour y arriver. Puisque l'utilisation d'un support picto devient limite un objectif à atteindre. Donc en termes d'autonomie, on n'en est pas trop là. D'autant plus que l'autonomie en soi, ça ne peut pas se résumer uniquement qu'au fait de pouvoir faire une action en toute autonomie. Puisque si on regarde de plus près ce que c'est l'autonomie, alors évidemment, selon les philosophes, c'était étroitement lié à cette notion de liberté. Dans le champ du travail social et de l'accompagnement socio-éducatif, on va rajouter quand même la donne des normes du corps social. Donc ça voudrait dire que finalement, on peut agir de notre propre chef tout en tenant compte des règles qui s'imposent à soi puisqu'on fait partie d'un ensemble. Mais en fait, cette autonomie, elle va se décliner en 3 niveaux. Une autonomie de base qui fait qu'on arrive à se maintenir en vie, ça rejoint vraiment la base, hein, les besoins physiologiques. Une autonomie qui serait fonctionnelle, qui nous permet d'agir au sein d'un collectif. Donc ça, ce serait vraiment un premier palier. Et après, il y a tout le reste, en fait, qui rejoint une forme d'autonomie un peu plus générale. Et cette autonomie suppose encore 2 compétences, le fait de pouvoir prendre une décision et le fait de pouvoir exécuter cette décision. C'est à partir de là qu'on arrive à 3 autres niveaux en termes d'autonomie. Une autonomie directe impliquant que je peux décider et que je peux agir. Une autonomie qu'on dirait assistée parce que je peux décider mais j'ai besoin d'un petit coup de main en fait pour le mettre en place. C'est pour ça qu'il y aura des aménagements, qu'il y aura de la mise en place en fait d'adaptation, que ce soit en termes d'ergonomie, que ce soit en termes de support, etc. Mais qui ne rend pas moins la personne autonome. Et après il y aurait une autonomie déléguée où à la fois la décision et l'exécution sont confiées à un tiers. Si je dis ça, ça permet de se rendre compte quand même que l'autonomie c'est un vrai concept et qu'à partir du moment où les professionnels de l'éducation vont coter l'item autonomie dans tel ou tel domaine, sur les bilans de fin d'année ou dans les projets d'accompagnement personnalisé, je trouve qu'ils y vont un petit peu fort. Soit c'est présomptueux, irréaliste, ou alors c'est le terme en fait qui est pas bon. Parce que le fait de savoir faire une action, ça ne dit rien sur la compétence, puisque la compétence est vérifiée par la transférabilité. Ça dit simplement que la personne n'est pas mal à l'aise dans la modalité. D'autant plus qu'on ne doit pas aborder l'autonomie comme un objectif, comme une finalité, mais comme un moyen de tendre vers l'autodétermination. Donc ça suppose de reconnaître ses compétences, ses capacités, ça suppose également de gérer les aléas, les contraintes de l'environnement, mais aussi de pouvoir agir sur l'environnement, de mettre en place ce qu'il faut, de manière à s'auto-réaliser. L'autodétermination est composée quand même de 4 niveaux, et l'autonomie en est un. Et si on considère ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'autonomie, dans l'absolu, quand on agit sur la soi-disant autonomie d'un enfant, d'un adulte, d'une personne qui finalement a des difficultés, on agit juste sur un tout petit truc. Ça veut dire qu'il y a quand même du boulot. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour dénigrer, c'est juste pour en fait que chacun se repositionne à sa place. Et que c'est important que les professionnels fassent le deuil de leur toute-puissance.